Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Monaco Info. Nous sommes ensemble, si vous le voulez bien, pour une nouvelle édition en ce début de semaine. Nous ouvrirons une page sport avec les résultats du week-end entre le Grand Prix de F1 à Miami, les victoires en club pour la Roca Team et le MBA, et en rugby pour l'ASM, sans oublier la 10e édition du tournoi international de Sainte-Dévote, du rugby à 7 destiné aux U12. Tout cela sera développé dans quelques instants. Après les résultats sportifs, place à de l'économie et du tourisme avec nos invités. Tout d'abord, la directrice des ressources humaines de la Société des Bains de Mer. Sophie Vincent reviendra sur les tensions qui ont pu exister il y a quelques jours avec le personnel de sûreté et de sécurité. Nous évoquerons également les perspectives d'avenir de la SBM. Notre deuxième invité nous amènera au Port Hercule. Le directeur général de la Société d'exploitation des ports de Monaco, Olivier Lavagna, nous parlera entre autres de la charge de travail pour préparer l'arrivée du Grand Prix de F1 ainsi que l'historique, avec, contrairement à Miami dimanche, de vrais yachts dans une vraie marina. Et enfin, nous reviendrons sur un événement annuel créé en 1927 et qui s'est déroulé tout ce week-end sous le chapiteau de Fontvieille, l'exposition canine internationale de Monaco. On débute cette édition, comme je vous l'ai dit, par un point sport avec Yannick Debever. Bonsoir Yannick. Ce week-end encore, la Principauté a été bien représentée. Bonsoir Fabien, bonsoir à toutes et à tous. Commençons par le leader du championnat du monde de Formule 1, Charles Leclerc. Après avoir signé la pole position samedi soir, le Monégasque n'a pas pu suivre le rythme de Max Verstappen et termine donc à la deuxième position du Grand Prix de Miami. C'est un nouveau doublé sur le podium pour Ferrari puisque Carlos Sainz termine troisième. Toujours leader au classement général, Leclerc voit son concurrent direct Verstappen remonter à 19 points. Un point basket avec la Roca Team d'abord qui a su rebondir après sa déception européenne. La Roca Team s'est imposée 84-83 à Antares, la salle du Mansart Basket. Un match accroché face à une équipe qui joue sa place en play-off de Betclic Elite. Le trio Motier-Younas, Ouattara, Bacon a inscrit 48 des 84 points monégasques. Avec ce succès, Monaco s'accroche à la deuxième place. Prochain rendez-vous mardi soir à Gaston-Médecin face à Nanterre pour la 33e journée du championnat de France. On suivra ça de près. Toujours en basket, les filles du MBA continuent leur magnifique saison et ne sont plus très loin de l'accession en Ligue 2. Plus que 2 petites victoires pour une accession historique en division supérieure. C'est le challenge de cette fin de saison pour le MBA. Ce samedi, à l'Annonciade, les Monégasques ont battu le Havre 70-50. La deuxième manche face au Havraise sera à l'extérieur ce samedi, dans une salle et face à un public que les Rouges et Blancs n'ont jamais connu. Et enfin, autre possibilité d'accession à une division supérieure, cette fois en rugby pour l'AS Monaco. Après sa victoire en 32e de finale de Fédéral 3, l'AS Monaco Rugby n'est plus qu'à une marche de la Fédéral 2. Ce week-end, c'est Trignac qui a fait les frais de la détermination monégasque. Vainqueur 40-24 au stade Prince Héréditaire Jacques, l'ASM se prépare à affronter le 15 de la Dombe. Le vainqueur de la double confrontation décrochera le ticket d'accession en Fédéral 2. Match aller ce dimanche sur le Rocher. Merci Yannick. Et toujours dans le monde de l'Ovalie, une compétition internationale destinée aux jeunes s'est déroulée au stade Louis II ce week-end. Elle n'avait pas eu lieu depuis 2 ans. Il s'agit du tournoi Sainte-Dévote. Reportage de Christine Latomel et Olivier Bonello. Il s'agissait de la 10e édition du tournoi Sainte-Dévote organisé par la Fédération monégasque de rugby en partenariat avec la Fondation Princesse Charlène de Monaco. Un tournoi qui s'est tenu en présence du couple princier et de ses enfants. Ce tournoi international U12 de rugby à 7 a accueilli 16 équipes venues de 14 pays, de la Belgique et les Émirats arabes unis en passant par l'Équateur, l'Espagne ou encore le Maroc et l'Italie. Cet événement sportif est toujours très apprécié des enfants, mais aussi des passionnés du ballon ovale, un événement qui était attendu avec impatience en Principauté. So I'm actually very happy that the Sainte-Dévote is back on. I know it was cancelled due to COVID last year, so as you can see the atmosphere, everyone's very happy to be back here. And I think it was a great event. It was put on by the Federation, especially the Foundation supporting, so they've done an excellent job. And I look forward to this again for next year. Obviously with different cultures, and I've seen how they interact with each other. It was actually very nice to see the smiles on their faces. You know, it's been a difficult period for everyone. It's just nice to see that things are coming back to normal after COVID, so yes. Un tournoi qui était l'occasion de rassembler des centaines d'enfants venus de tout horizon, mais qui permettait aussi de rappeler les valeurs phares du rugby. Les valeurs du rugby, c'est
c'est on se respecte entre soi-même, soi et son équipe et l'adversaire qui peut-être fait des fautes, mais il faut quand même les respecter et avoir un certain respect envers l'arbitre et l'équipe d'en face. Qu'est-ce que tu aimes dans le rugby? Tout. Sacrifice, courage, solidarité, partage donc pour ce tournoi qui a proposé différentes activités en marge de l'événement pour plaire au plus grand nombre. L'activité Rugby pour tous a proposé des parcours adaptés aux enfants et aux jeunes adultes porteurs de handicap. Et les animations Rugby Tots ont permis d'initier et de découvrir le rugby aux enfants âgés de 2 à 7 ans. Et après une journée de compétition, c'est l'équipe de Montpellier qui a finalement remporté le trophée du tournoi international après avoir gagné la finale contre l'équipe de Dubaï. Cela fait maintenant 6 mois qu'elle est à la tête de la direction des ressources humaines de la Société des Bains de Mer. Sophie Vincent travaillait auparavant pour la fonction publique, au service de l'emploi ou plus récemment à l'IMSEE. Quel est l'état d'esprit des salariés de la SBM, notamment du personnel de sûreté et de sécurité qui a exprimé son mécontentement il y a quelques jours? Quelles sont les perspectives d'avenir, notamment cet été ou encore pendant le Grand Prix? Pour y répondre, Sophie Vincent est notre invitée. Sophie Vincent, bonsoir. Bonsoir Fabien. Depuis que vous êtes à la Société des Bains de Mer, à la direction des ressources humaines, quel bilan vous pouvez tirer tout simplement vous concernant? Écoutez, en presque 6 mois, il a fallu d'abord arriver à comprendre cette société, qui est une société magnifique mais très complexe également. Rencontrer une majorité de son personnel, les partenaires sociaux en premier lieu. J'étais très attachée à pouvoir renouer le dialogue social qui a été mis à mal avec les différents événements qui se sont passés entre la Covid et le plan social. On a du travail et il y a beaucoup de choses à faire encore. Quelles sont les missions liées à vos fonctions ? Alors moi j'arrive avec vraiment 3 objectifs. Le premier, répondre aux enjeux du recrutement. On sait que dans les métiers notamment de l'hôtellerie et de la restauration, il est de plus en plus difficile de trouver du personnel. Donc premier objectif, recruter. Deuxième objectif, une fois qu'on a recruté, il faut fidéliser. Et fidéliser ses salariés, ça passe par des conditions salariales avantageuses, mais pas que. Ça passe aussi par les conditions de travail, par améliorer la qualité de vie au travail, par avoir un dialogue social sain et constructif, par exemple. Et puis, troisième objectif également, avoir une politique forte en matière de formation et de mobilité. Donc voilà les 3 objectifs, recruter, fidéliser et développer les compétences. Alors il y a quelque temps, il y a eu des tensions avec le personnel de sûreté et de sécurité de la SBM qui s'est mis en grève. Où en est-on aujourd'hui ? Alors effectivement, il y a eu ce débrayage de 3 heures fin avril. Pour autant, le dialogue a été maintenu. On continue à discuter. Vous savez qu'à la Société des Bains de Mer, on a 19 syndicats. Donc on discute avec ces 19 syndicats dans un esprit constructif. Il y a des revendications légitimes et on les a entendues. Quelles étaient ces revendications du coup ? Alors c'est vrai qu'au niveau des conditions de travail notamment, au niveau de l'opérationnel, on met en place des actions pour pallier les difficultés que peuvent rencontrer le personnel sur des métiers souvent pénibles où on reste debout, la nuit y compris, etc. Et puis on entend, et on les avait déjà entendus auparavant puisqu'on était déjà en discussion avec les syndicats sur les conditions salariales notamment. Donc une mesure phare que l'on a mis en place ce mois-ci, c'est la revalorisation et l'extension du périmètre de l'indemnité de transport, par exemple. Jusqu'à présent, l'indemnité de transport touchait 1200 salariés uniquement du secteur hôtelier. À compter du 1er juin, elle est étendue à tous les salariés de la société. Donc il y aura 900 bénéficiaires supplémentaires, donc selon les critères d'éloignement du domicile. Vous savez aussi qu'on a d'autres avantages concernant les salaires. On indexe nos salaires sur l'indice INSEE des prix à la consommation, donc du coût de la vie. Donc nos salaires sont revalorisés régulièrement en fonction de l'évolution du coût de la vie. Et puis on travaille sur des mesures aussi de conditions de travail, sur des mesures de revalorisation et de refonte de nos grilles salariales. Alors tout ne peut pas se faire en quelques jours, mais ça va se faire et en tout cas on a pris l'engagement auprès de nos salariés de faire ce travail pour qu'il soit opérationnel le plus rapidement possible. Et de façon un peu plus générale, entre la crise sanitaire, la crise diplomatique internationale, comment se porte la SBM ?
Alors, on reste très vigilant. Aujourd'hui, on sait qu'on est toujours sur une situation globale et mondiale assez incertaine. On est assez confiant parce que le Grand Prix qui arrive a l'air en tout cas, on est assez complet sur le Grand Prix. On est content du taux d'occupation sur le Grand Prix. On a de bonnes perspectives sur la saison estivale également, malgré ce qui se passe, effectivement, malgré le conflit actuel. Donc, on reste confiant et assez serein. En tout cas, on est sur une bonne dynamique au niveau du business. Sophie Vincent, merci. Merci, Fabien. Vous l'avez entendu, une bonne perspective au niveau du business. Une autre institution en principauté qui prépare la saison, ou plutôt qui la prépare depuis longtemps, la Société d'exploitation des ports de Monaco. Et pour en parler, nous recevons tout de suite le directeur général de la SEPM, Olivier Lavagna. Bonsoir. Bonsoir. Nous sommes dans une période chargée en événements autour du port Hercule avec le e-Prix qui a eu lieu et bientôt le Grand Prix historique et bien sûr le Grand Prix de F1. Qu'est-ce que ça implique en termes de travail au niveau de la gestion des ports? Parce qu'il y a un gros travail en amont, j'imagine. Oui, bien sûr. D'abord, il y a lancé les candidatures pour que les bateaux qui veulent postuler pour des places dans le port, donc ça se lance en fin d'année précédente. Les dossiers sont enregistrés jusque fin février, début mars, et puis analysés. Après, il y a beaucoup d'échanges avec les institutions et notamment aussi l'Automobile Club pour que les principaux partenaires qui ont une priorité, tel que c'est indiqué dans les dossiers, aient un accès sur des postes dans le port. Donc, et au final, après, donc ça, c'est cette phase qui est quasiment terminée. Hein. Les bateaux, on sait où on les met, ils ont eu leur réponse. Et d'ailleurs, les bateaux ont aussi payé. Hein. C'est un moyen certain aussi de faire que le port soit bien rempli. C'est que les bateaux confirment leur venue. Et donc, pour nous, effectivement, on accueille 120 bateaux. C'est une année qui s'annonce comme une année record. Hein. Et je pense que globalement, on le voit, les indicateurs en principauté le confirment. Il n'y a pas qu'au niveau du port, hein, de ce qu'on entend dire dans la réservation hôtelière, l'Automobile Club eux-mêmes. Donc 120 bateaux. Et pour mettre ces 120 bateaux, on doit démonter des bouts de ponton pour mettre des bateaux un peu plus grands sur la Darse Nord. On doit donc déplacer une centaine de bateaux de pavillon monégasque. Et puis aussi, on réactive la chicane telle qu'on la connaissait 4 ans en arrière pour mettre des bateaux en proximité de la piste. Comment est-ce que l'on gère ces va-et-vient constants pendant le week-end du Grand Prix? Parce que c'est un grand port, il y a de grands bateaux, ça doit être complexe. Oui, absolument. Donc les jours d'épreuve, les mouvements sont interdits. Hein, par sécurité, les bateaux étant de taille significative et donc avec des manœuvres un peu plus serrées, on affrète un remorqueur spécifique qui peut venir en appui de manœuvres un peu délicates ou en besoin d'urgence éventuelle. Et puis donc après, ce sont tous les mouvements des tenders qui transportent les VIP, les invités des bateaux entre les ports environnement ou Fontvieille pour les amener là en journée pendant que le circuit est fermé sur les bateaux. On parle là du Grand Prix de F1, mais il y a aussi le Grand Prix historique. Là aussi, c'est du travail, j'imagine. Oui, bien sûr. Pour nous, ça constitue une sorte de répétition. On accueille déjà quand même une 50aine de bateaux. Donc, et puis, c'est toute la mise en place, les réglages, des infrastructures, des accès. Donc, c'est un événement déjà important et puis qui prend de plus en plus d'importance de façon générale avec ce que l'on sait de toute l'occupation de la ville et de tous les établissements et donc du port aussi. Qu'est-ce qui est le plus complexe pendant cette période, ce mois de mai, là où il y a beaucoup de courses automobiles? Complexe, nous, c'est de bien veiller à ce que les bateaux libèrent les places, préparer les pontons, préparer le matériel pour que les équipements techniques soient bien en place et permettre aux bateaux l'essentiel de se brancher, préparer tout ce qui est la gestion des déchets, préparer les contrats aussi c'est un service nouveau qu'on généralise aux bateaux pour leur proposer de vider leurs cuves. C'est inclus donc dorénavant dans le prix que l'on leur propose pour la semaine. Donc voilà, c'est une multitude de petites actions que l'Automobile Club délivre les laissez-passer, délivrer les passes pour les tenders, hein, puisqu'on ne se présente pas dans le port avec 100 passes, puisque les points de desserte sont limités.
Donc c'est une multitude de tâches. Et ce qui est intéressant de constater, c'est que le jour du Grand Prix, Monaco est le centre du monde et par la même occasion le port également, hein, puisque oui, on le voit à travers le monde, ce journal, le port de Monaco. Bien sûr, j'allais dire, c'est vrai que nous, le port, c'est une image clé dans une photo d'un touriste ou de quelqu'un qui visite Monaco. Un des ports est souvent sur les photos et pendant le Grand Prix, c'est clair que cet amphithéâtre unique et magnifique, le port doit donner sa meilleure image et c'est vrai que pour nous c'est une exigence forte d'un moment clé de l'année. Et contrairement au Grand Prix de Miami, ce sont de vrais yachts avec un vrai port. Hein. Je vous le confirme. Dans votre actualité, il y a quelques jours, vous étiez à Miami, au plus important salon mondial rassemblant les professionnels de la croisière. Quel était l'objectif et qu'est-ce que ça représente de participer à ce salon ? Effectivement, c'est le salon mondial reconnu où tout acteur ou toute destination, et c'est à cet égard-là qu'on y va, se doit d'être présente. Donc c'est un salon qui avait été interrompu pendant 2 années, comme toute l'activité, donc qui a repris avec une très bonne participation, un peu inférieure aux participations habituelles, mais qui reflète la reprise de l'activité, qui est globalement plutôt bonne. Et donc voilà, c'est Monaco qui s'est positionné comme une vraie destination, qui s'affiche maintenant en pouvant orienter et cibler une clientèle de luxe et de premium. Et donc c'est important de montrer que nous sommes présents. Et puis notamment pour avoir demain amarré à la digue, on a un bateau de croisière qui d'ailleurs ressemble plus à un très grand yacht qui fait 168 mètres et qui accueille uniquement 240 croisiéristes, donc de luxe, on l'a compris. Oui, c'est votre objectif ça, ici à Monaco. Hein. Oui, c'est vraiment la démonstration de cette cible de bateau que l'on souhaite. Et donc, comme c'est d'ailleurs la première fois que ce bateau vient au port, il y aura une petite cérémonie d'échange de plaques. Écoutez, Olivier Lavagna, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. On vous retrouve Yannick de Bever pour un deuxième point sur l'actualité. En bref, ce week-end a été marqué par les commémorations de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Après l'accueil de la flamme du soldat inconnu en principauté ce samedi, les hautes autorités monégasques ont célébré ce dimanche 8 mai la fin de la Seconde Guerre mondiale au sein de la Maison de France. Le prince Albert II rappelait à cette occasion le soutien apporté à la France pendant la guerre avec ses 258 combattants tombés au front. La situation préoccupante en Europe lui a permis de rappeler, je cite, « La paix n'est jamais acquise ». Et oui, la paix n'est jamais acquise, un constat édifiant lorsque l'on sait que l'arrière-grand-père du prince Albert II, le prince Albert Ier, avait déjà tout fait pour éviter à son époque la Première Guerre mondiale. Tout autre chose, on le sait, cette période de l'année est marquée par les courses automobiles en principauté. C'est souvent l'occasion pour les propriétaires de sortir leur voiture d'exception. Et cette année, les forces de l'ordre durcissent les sanctions contre les comportements dangereux au volant. Pendant les événements du Grand Prix historique, Grand Prix de Formule 1 et le salon Top Marque, toute transgression du code de la route pourrait entraîner une immobilisation du véhicule immédiate et pour une durée de 120 heures, soit 5 jours. La volonté du gouvernement est de limiter les rassemblements sauvages et préserver la tranquillité de la principauté. Enfin, l'hôtel des ventes de Monte-Carlo accueillait ce dimanche une vente aux enchères de mobilier et tableaux anciens. Et cette vente a connu un bel engouement mondial. Les objets provenaient de la Villa Paloma et autres richissimes collectionneurs comme la famille Hudson. 2 tableaux se sont arrachés pour plus de 420 000 € et une paire de bahuts signés par l'ébéniste de la reine Marie-Antoinette a atteint 270 000 € aux enchères. C'est donc un franc succès pour cette vente exceptionnelle. Retour à présent sur l'exposition canine internationale de Monaco qui s'est tenue tout le week-end sous le chapiteau de Fontvieille. De nombreuses races ont fait sensation. Reportage de Christina Thomel et Olivier Bonello. Créée en 1927 par la princesse Charlotte, sa fille, la princesse Antoinette, a longtemps occupé la place de présidente de l'exposition canine internationale de Monaco, avant que ce poste soit occupé par sa fille, la baronne Elisabeth Anne de Massy.
À son décès en 2020, sa fille, Mélanie Antoinette de Massy, a repris le flambeau. L'amour pour les chiens, une passion qui se transmet de mère en fille dans la famille. Véritable concours de beauté, les chiens des éleveurs et des particuliers ont été jugés tout au long du week-end par 9 juges internationaux sur différents critères. Ils vont regarder déjà la démarche du chien, comment le chien se tient. Et c'est pour ça qu'il y a des handlers professionnels qui les présentent parce qu'ils savent comment faire en sorte que le chien ait une belle posture, un port de tête élégant, j'ai envie de dire. Et ils vont regarder des détails tels que la longueur des oreilles, par exemple, ou la longueur des pattes, ou même regarder les dents. Vous avez peut-être pu le voir parce que, comme je disais, chaque race a des critères et ils cherchent vraiment le chien qui va être le plus proche, qui va avoir le plus de critères donc par rapport à sa race. Chaque année, nous choisissons, ça dépend, 3, 4, 5 races, ça dépend d'un même groupe parce que chaque race appartient à un groupe, il y a 10 groupes en tout. Donc en l'occurrence, cette année, c'était les chiens du groupe 6, les dalmatiens, Venetian Ridgeback, Beagle et Basset Hound. Ça, de faire une spéciale, c'est quelque chose que ma grand-mère avait créé il y a très longtemps avant ma naissance. Et donc, c'est des chiens que nous mettons à l'honneur. J'ai des caniches depuis 1973, pas d'élevage, pas de saillie, rien. Je fais des expositions pour mon plaisir et les chiens, ils aiment. Les champions. 9 fois champion. Oui. France, international, Suisse, Italie, Allemagne, Monaco, et des champions de vétérans et tout. Celui-ci a 3 ans et demi et là, il a gagné l'an dernier à l'exposition de Monaco et cette année aussi. Donc maintenant, il va avoir le titre de champion de Monaco. 1130 chiens ont donc défilé tout au long du week-end devant le jury. Au total, ce sont 181 races qui furent présentées et 23 pays représentés. Et si les dalmatiens étaient mis à l'honneur cette année, les autres races ont su séduire les spectateurs venus nombreux sous le chapiteau pour admirer les boules de poil ou tout simplement pour repérer certains éleveurs afin de trouver leur prochain compagnon à 4 pattes. On retrouve une dernière fois Yannick Debeuvert pour les prévisions météo. Le soleil va s'installer quelques jours en principauté. Demain, nous aurons la même journée qu'aujourd'hui, c'est-à-dire douce et ensoleillée. Les températures varieront entre 16 et 22 degrés au meilleur de la journée. Ce mardi 10 mai, Sainte-Solange est à l'honneur. Sainte-Solange était une martyre. Elle a quand même été décapitée par un aristocrate du côté de Bourges au IXe siècle. Dernière ligne droite pour les installations du Grand Prix historique qui se déroulera de ce vendredi à dimanche. Ce sont les photos du jour signées Michael Alési. On se retrouve, si vous le voulez bien, demain à 19 h. Passez une excellente soirée. Au revoir.